Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Ouais, il y a aussi des racines assez bien ancrées dans la théorie du complot, quoi, qui germent assez facilement. Il y a cette idée que voilà, il y a une sorte de groupe qui dirige le monde et ils ont des intentions néfastes. Et donc, les OGM, ça fait partie d'un de leurs plans pour empoisonner ou manipuler les esprits des gens ou alors stériliser la population ou autre. Et donc, tu trouves tout un tas de trucs comme ça. Enfin, des trucs un petit peu lunatiques, quoi. Hein. D'ailleurs, je crois qu'en France, on est les champions du monde, mais vraiment du monde d'anti-vaccins, je crois. Enfin, ouais, non, mais ça, c'est terrible. Le pays le plus vaccino-sceptique au monde. Et là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu un truc d'enfant gâté de la technologie, dans le sens où, si par exemple, je vais voir au Cameroun, donc dans l'association transhumaniste, il y a des membres qui viennent du Cameroun. Donc, alors là-bas, bien sûr, on va trouver des croyances ésotériques qui sont beaucoup plus folles qu'en France, genre du chamanisme ou des trucs comme ça, ou enfin des gens qui vont essayer de guérir leur cancer avec des équivalents d'exorcistes, donc des trucs qui vont nous sembler complètement fous en France. Mais à côté de ça, ils crachent pas sur les vaccins parce que quand on voit juste à côté de soi des gens qui meurent de maladies qu'on pourrait vacciner, là on fait plus difficile et on vaccine ses enfants, quoi. Donc paradoxalement, le Cameroun est moins anti-vaccin que la France, tout en étant beaucoup plus croyance ésotérique que la France sur plein d'autres sujets. Ouais, c'est sûr que c'est... Comme nous, on a atteint aujourd'hui un niveau. On est une génération dont tous les parents nous ont fait vacciner, donc on n'a plus pour l'instant, on n'a pas de grosses maladies vaccinables pour l'instant, parce qu'il y a aux États-Unis par exemple, il y a des épidémies de rougeole c'est ce qu'on appelle les maladies zombies, quoi. C'est des maladies qui ont été éradiquées par les vaccins, qui ressurgissent parce que les gens ne vaccinent plus leurs enfants. Et, c'était catastrophique. Mais comme pour l'instant on est encore dans une situation où les gens ne meurent pas à nouveau de ces maladies, on peut faire nos enfants gâtés par rapport au vaccin. Mais bon, enfin, je pense, en tout cas, j'espère que si dans 10 ans on a le retour de plein de maladies facilement vaccinables, les gens vont arrêter les conneries et revenir au vaccin. Qui est une méthode vraiment à l'efficacité largement démontrée pour vacciner certaines maladies qui ont vraiment des conséquences horribles. Ouais, non, tout ça. C'est comme un peu cette idée, c'était mieux avant, mais en fait, dès que tu remontes dans le passé, en fait, tu te rends compte à quel point c'était horrible. Je veux dire, tu mourrais les gens, c'est vrai, il y a ces visions du passé où c'était un dimanche après-midi à la campagne, où une famille heureuse qui regarde le soleil couchant, les enfants qui jouent des champs de blé. Alors, mais si vous voulez voir la vie il y a 50, 100 ans, 150 ans, c'est facile, il suffit d'aller en Inde, par exemple, dans les pays encore un peu pauvres. En gros, si vous voulez voyager dans le temps, il suffit d'aller dans les pays pauvres, et si vous passez une semaine dans ce genre de pays, ça va pas du tout correspondre à cette vision idéalisée du passé avec la famille heureuse qui court dans les champs de fleurs. Non, c'est des gens qui, s'ils pouvaient avoir tous nos progrès technologiques, ils se rueraient dessus parce que ils ont vraiment des problèmes énormes dont on n'a plus conscience parce qu'on les a résolus, mais genre mourir de maladies vaccinables, ne pas avoir d'eau potable. Ou les problèmes de déchets, les égouts, c'est une commodité pour nous. Voilà, quand on tire la chasse, on se rend pas vraiment compte du progrès technologique derrière, mais une ville sans système efficace d'égouts, c'est une catastrophe, quoi. Hein. C'est un luxe. Effectivement, j'aime bien ton expression, on est des gâtés technologiques, des enfants gâtés technologiques, ouais, c'est un peu ça. Après, donc j'espère que parce que là, il y a la rougeole qui revient à revenir. J'espère qu'il y aura quand même un moment où on va arrêter les frais, mais vu comment les gens se polarisent sur Internet, je suis quand même assez pessimiste sur ce plan. Je pense qu'une raison, alors c'est pas la seule, hein, mais une raison qui fait que c'est des mouvements qui ressurgissent, finalement c'est un peu théorie du complot, hein, où c'est de la désinformation finalement qui se répand beaucoup plus facilement aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et ça, on voit aussi avec le phénomène des gens qui pensent que la Terre est plate. C'est assez inimaginable quand même que des millions de personnes sur la planète... attends, il y avait un sondage en France, 9% des Français, quoi. C'est waouh. Ouais, c'est difficile à croire en fait. Et pourtant, c'est possible que ça soit vrai. Il se trouve que, voilà... Mais tu sais, je connais même des gens... platistes favorables au transhumanisme. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est vrai que c'est quand même une question intéressante
qu'est-ce qui fait que je pense savoir que la Terre est ronde? En fait, c'est pas une question si évidente que ça. Et au final, les raisons, c'est pas tant les raisons physiques qui sont souvent avancées, c'est plutôt que y a des photos de la Terre vues de l'espace. Je pense que ça c'est où quand je vais sur Google Maps, que j'ai des zooms, j'ai un bout globe et je peux faire des rotations et que si je regarde les trajets d'avion Paris, New York, Los Angeles, Hawaï, Tokyo, comme les avions volent à peu près à la même vitesse, ça semble un peu correspondre à une Terre sphérique. Bon, comment dire, Oui. ce qui fait que je crois que la Terre est ronde, c'est en partie lié au fait que je crois que les photos de la Terre prises de l'espace sont vraies. Donc bien sûr, si on pense que c'est un complot, là, ça érode la croyance en la Terre ronde. Ouais. C'est là où en fait tu finis par ne plus pouvoir avoir une conversation rationnelle avec une personne qui croit que tout est fabriqué, parce que tout finit par faire partie du complot en fait. Et peu importe ce que tu leur dis. Et Ouais. même si à la limite tu les envoies dans l'espace voir de leurs propres yeux que la Terre est ronde, ils vont trouver quand même un moyen de dire que en fait par la fenêtre en fait c'est un écran et que. Mais c'est très compliqué parce que je pense que si tu débats avec un platiste niveau 99 qui a passé, qui a fait un doctorat en platisme, c'est des gens qui ont passé suffisamment de temps sur des blogs platistes, Ouais. il va te mettre KO en 10 minutes de débat parce qu'il y a des arguments super sophistiqués auxquels tu n'aurais même pas pensé et toi, on va juste avoir l'air con face à ces arguments. Mais en fait, ça c'est un peu tu connais le youtubeur Science for All Oui. qui en ce moment il fait une série sur la méthode scientifique, la pensée probabiliste qui va traiter un peu tous ces sujets-là. Et c'est vrai que le problème de qu'est-ce qui fait que je sais que la Terre est ronde, c'est pas du tout un problème aussi évident qu'on pourrait penser, quoi. Donc justement, ça pousse à nous interroger sur qu'est-ce qui fait qu'on pense que certaines choses sont vraies. Alors sauf pour autant, bien sûr, dire qu'il faut croire en rien, mais ce que je veux dire, c'est loin d'être un problème évident et que au fond, avant, si les gens pensaient que la Terre est ronde, c'était peut-être pas forcément pour des bonnes raisons, c'était parce que simplement on leur a dit que la Terre est ronde, quoi. Être sceptique, tu vois, c'est quelque chose de sain d'une manière générale. Faire preuve de scepticisme face à n'importe quelle information. Mais après, au bout d'un moment, on rentre dans du scepticisme qui n'est pas sain. C'est d'être persuadé que rien n'est vrai, tout ce qu'on nous dit finalement c'est formaté, qu'il y a une sorte de contrôle général et que les informations elles sont révélées au public mais elles sont fausses. Enfin, qu'il y a une sorte, voilà, la NASA n'a jamais envoyé d'homme sur la Lune. Tout ça, ça finalement, on tourne en boucle et on. C'est pour ça que je suis pas super fan du terme sceptique ou de la mise en avant du scepticisme comme un principe fondamental parce que c'est un petit peu un côté il faut douter de tout. Alors oui, il faut douter de tout, mais pas également, quoi. Donc moi je pense qu'il faut être plutôt ce qu'on appelle bayésien, c'est-à-dire faut mettre des probabilités sur tout, mais les probabilités ne sont pas les mêmes sur un sujet ou sur un autre sujet, et puis il faut être prêt à les remettre en question avec de nouvelles informations. Oui, parce qu'au bout d'un moment, voilà, effectivement. Il faut quantifier le doute sur chaque sujet. Exactement. La Terre ça se trouve, on vit dans une simulation et en fait, la Terre, elle est ni plate ni ronde, c'est un programme informatique, quoi. Donc, ouais. Et donc, mais il faut juste, comme tu dis, attribuer une probabilité. Est-ce que ça, c'est probable? Et aussi, j'aime bien le rasoir d'Occam en philosophie, où finalement, la solution la plus simple est souvent la plus probable. Par exemple, si on prend un exemple, est-ce qu'il est plus logique que les Égyptiens aient construit les pyramides ou alors des extraterrestres? La réponse la plus simple, celle qui invoque le moins de si, finalement, c'est finalement les Égyptiens. C'est parce que si on imagine que c'est les extraterrestres, il faut imaginer d'où ils viennent, pourquoi ils les ont construits, comment ils ont fait pour construire ça, pourquoi on n'a aucune autre trace de leur présence. Enfin, tu finis par avoir une liste de conditions qui fait que cette hypothèse-là, elle est moins simple, donc moins probable. Et en passant, tu sais que je sais pas si tu en as parlé avec Lé, mais le rasoir d'Occam peut être vu comme une conséquence des lois des probabilités. Ah non, je sais pas du tout ça. L'explication est amusante, c'est que si tu te dis, t'as une thèse donnée, tu vas considérer toutes les explications possibles. Donc les explications, tu vas dire que c'est des textes que tu pourrais écrire dans un fichier texte. Donc des explications qui font un caractère, des explications qui font 2 caractères, des explications qui font 3 caractères. Donc bien sûr, il y a un nombre ultra exponentiel d'explications possibles. Mais l'idée, c'est que chaque explication de 1 caractère, 2 caractères, 3 caractères, 4 caractères va quand même avoir une certaine probabilité d'être vraie. On va supposer qu'elle fasse sens. Mais du coup, si tu fais la somme de toutes ces probabilités, il faut que ça fasse 1. Du coup, à partir d'un moment, il faut que la limite de n tend vers l'infini des explications de taille de n caractères doit tendre vers 0 parce que sinon ta somme ne fera pas 1. Ce qui fait que plus une explication est longue, au bout d'un moment, plus elle devient improbable, quoi. Ouais, c'est pas totalement satisfaisant, mais c'est assez amusant comme explication du rasoir d'Occam. Pourquoi il faut favoriser les explications courtes.
Mais c'est vrai que cette idée que Internet aujourd'hui a permis. Alors, d'un côté, c'est une invention extraordinaire. Hein, je veux dire, on a aujourd'hui la gratuité de l'information comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. On a démonétisé l'information et aussi l'accès, la rapidité d'ingérer de l'information est beaucoup plus rapide. Mais ça a permis à n'importe qui d'avoir une voix, ce qui n'apporte pas forcément que des bénéfices, puisqu'on retrouve des gens qui ont des théories qui peuvent être blessantes pour une société. Quoi. Là, on estime que l'antivaxisme sur Internet tue environ 6000 bébés par an aux États-Unis aujourd'hui. Donc déjà, on est déjà dans un cas où une information fausse fait déjà du mal, quoi. Et, sur le principe, penser que la Terre est plate, moi j'ai envie de dire, tu penses ce que tu veux, je m'en fous. Mais à partir du moment où tu deviens par exemple un professeur d'école primaire, et puis tu es aussi quelqu'un qui pense que la Terre est plate, tu vas finir par influencer des enfants et ça peut mener vers un retour de l'obscurantisme scientifique, ou alors que des personnes qui sont responsables de décisions politiques, si eux commencent à avoir ces idées-là, ils vont moins financer la recherche dans certains domaines qui pourraient être bénéfiques sur le long terme. Par exemple, voilà, quelqu'un qui refuse des fonds à la NASA parce qu'il pense qu'en fait la Terre est plate, et puis qui fait partie du Congrès ou autre, il va s'opposer à plus de dons, de fonds. Déjà, dans les listes écolo qui a été élue par les députés français au Parlement européen, il y avait une tête de liste, je crois, qui était une figure anti-vaccin. Enfin, je crois qu'elle est revenue dessus depuis, mais qui avait fait de l'anti-vaccinisme il y a plusieurs années. C'est pas rassurant. Ouais, ça craint.